Oui. Donc j'ai quelques questions à te poser. Je sais pas, Ouais, je pense une demi-heure. oui, mais t'inquiète, y a pas de souci. Je t'avais dit 13h, y a pas de problème. Vas-y, je Ok, t'écoute. nickel, merci. Alors depuis combien de temps es-tu professeur des écoles? Alors, professeur des écoles, c'est ma 4e année. D'accord. Euh, quel a été ton parcours pour faire ce métier? Alors, j'ai fait une licence d'italien. Ensuite, j'ai fait un master d'italien, en même temps qu'un master FLE, français langue étrangère. Après, je suis passée par un troisième master, master enseignement premier degré. Ok. Euh, comment t'as su que tu voulais faire ce métier? Ça fait longtemps, très longtemps, depuis que je suis toute petite, puisque ma maman était instite. Alors, j'ai toujours voulu être prof. Ça a toujours été. Je pense que j'ai jamais eu d'autre idée de métier que ça. Donc, c'est un but que je m'étais fixé depuis longtemps, certainement par mimétisme par rapport à ma maman. Après, j'avais pris une direction un peu différente à un moment parce que je voulais être prof d'italien, donc plutôt en collège et lycée. C'est ce que j'ai commencé par faire. Parce que j'ai d'abord été professeur en collège-lycée. Et puis finalement, je me suis retrouvée par rapport au poste d'italien qui était très rare et le fait que si jamais tu avais un temps complet, on se retrouvait sur 3, 4 établissements. Enfin, les types de postes ne me convenaient pas. Donc, j'ai passé le concours du premier degré en me disant, eh bien, je vais tenter le premier degré puisque de toute façon, je sais ce que c'est. J'avais parfaitement idée de ce qu'était le métier puisque ma maman était dedans. Et donc, du coup, je me suis retrouvée professeur des écoles après avoir eu le concours. Et tu l'as eu du premier coup? Oui, Et oui, oui. est-ce que tu peux me décrire à peu près en quoi consiste le concours Ouais, et... Ouais. ouais, bien sûr. Alors le concours, il se passe en deux parties. Il y a une partie à l'écrit, donc les épreuves d'admissibilité. Ces deux épreuves écrites, ce sont donc une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, qui conjugue les connaissances pures en français et les connaissances pures en mathématiques, et une partie didactique. Donc être capable déjà de savoir pour quelle classe je propose quelle notion, connaître les programmes, quoi. Voilà, ça c'est pour les épreuves d'admissibilité, les épreuves écrites. Et puis une fois que tu as réussi les épreuves d'admissibilité, si tu es prise, tu passes enfin les épreuves d'admission qui elles sont orales. Donc il y a il y a deux épreuves mais trois matières à l'oral. Il y a connaissance du système éducatif et EPS. Donc ça se passe sur la même épreuve. Simplement, tu passes d'abord les connaissances du système éducatif et ensuite tu enchaînes avec le sujet d'EPS au même moment. D'accord. Et ensuite, il y a une autre épreuve qui est sur dossier. Et là, tu choisis une matière parmi toutes les autres, hormis français et maths. Ça peut être éducation morale et civique, ça peut être les langues vivantes, ça peut être musique, ça peut être art plastique, ça peut être histoire, ça peut être géographie, sciences, etc., etc. Donc, tu choisis une matière au choix et tu as un dossier pédagogique à présenter où tu as défini un type de classe, une thématique et tu proposes à l'oral une séance que tu expliques et puis après on a un entretien dessus. Voilà. D'accord. Euh, sur quel poste, enfin sur quel niveau as-tu exercé? Du CP au CM2. Enfin réellement du CP à la terminale du coup, mais du CP au CM2 pour le primaire. J'ai fait tous les niveaux. Et quel est ton niveau préféré? C'est compliqué. Alors bon, alors préféré. Alors en vrai, tous les programmes sont très sympas. J'avoue que j'ai adoré le programme dans chacune des classes. Par contre, moi, je vais pas forcément parler de classe en termes de programme. Je vais plutôt parler en termes d'âge d'élèves. Moi, les petits, j'aime moins. Donc je suis plus fan, on va dire, là j'ai des CE2, CM1, tu vois. À partir du CE2, c'est bien. CE2, CM1, CM2. Voilà. D'accord. Mais moi, plus ils sont grands, mieux c'est pour moi quand même. Mais ça, c'est très personnel. D'accord. Donc, ouais, moi, je dirais que j'ai adoré le niveau CM2. Après, là, je suis en CE2, CM1 et j'aime beaucoup CE2 et CM1. C'est sympa. Ok. Euh, concrètement, si tu devais décrire les principales tâches que vous effectuez par semaine. Ouais. Tâche pédagogique, hein.
Ouais. pour mettre en œuvre nos séquences, les tâches didactiques, parce que il faut quand même aller rechercher parfois dans certains savoirs, on ne peut pas tout connaître, même si c'est ce qu'on nous demande, mais on ne peut pas tout connaître. Donc par exemple, quand j'entame une séquence sur les déchets, sur les consignes de tri, par exemple, j'ai besoin d'aller me renseigner. Donc je vais à la pioche aux infos en termes de didactique pure. Tâches, comment je vais dire, de continuité pédagogique et d'harmonisation avec mes collègues, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur l'ensemble de l'école, sur tel et tel niveau, où on en est, comment on avance, à quel stade on va s'arrêter pour faire une révision et une évaluation, etc. D'accord. Donc vraiment travail d'équipe. Ensuite, dans la semaine et dans la classe à proprement dit, il y a une autre tâche qui nous incombe et qui est vraiment prédominante, moi, dans le milieu dans lequel je suis, c'est le pur côté éducatif. Parce que je suis dans une école compliquée, avec un public pas simple. Et au-delà d'enseigner des choses aux élèves, on a clairement un rôle qui est très éducatif. Donc penser à ce qu'on peut mettre en place dans la classe pour quel dispositif on peut préparer à la maison pour que ça permette d'en faire des élèves, je dirais corrects. Le mot est faible, mais en faire des élèves en tout cas qui respectent les règles. C'est vraiment de l'éducation, quoi, à proprement dit. Là, on sort du cadre de l'enseignement. Donc ça prend une bonne partie de mon temps. Quoi d'autre? Bon, évidemment, tout ce qui est, mais ça, je le rentre dans le pédagogique, dans la correction, tout ça prend beaucoup de temps. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie tellement. Oui, la partie sociale. Je passe beaucoup de temps au téléphone avec les orthophonistes, les ergothérapeutes, les graphologues, tous les médecins et spécialistes qui suivent les enfants au niveau suivi extérieur. Et je passe aussi beaucoup de temps au téléphone avec les assistantes sociales, avec l'EDES, avec tout ce qui relève de l'accompagnement social de certaines familles. D'accord. Voilà, ça c'est un autre penchant et qui en tout cas moi dans mon école est très présent. Ok, merci. Quelles sont les qualités requises pour toi pour pouvoir devenir professeur des écoles? Oh, il y en a beaucoup. En vrai, je pense que... Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, mais ça c'est dû à ma matinée, je pense la patience. La patience. Et tu vois, je suis quelqu'un je ne suis absolument pas patiente dans la vie, mais D'accord. pas du tout. C'est mon gros défaut, le manque de patience. Par contre, dans mon métier, je suis une toute autre personne. Voilà, donc la patience, absolument. Je dirais qu'il faut être indulgent. Il faut savoir lâcher prise parfois et se dire là, moi, c'est pas l'objectif que je m'étais fixé, mais de toute façon, il faut faire en fonction de ce qu'on a en face de nous. Donc l'indulgence, vraiment. La bienveillance, si tu préfères, quoi. Voilà, être vraiment bienveillant et essayer de comprendre ce qui se passe en face de toi au lieu de te fixer uniquement sur tes objectifs. Ça, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est une qualité qui est absolument indispensable. Autre qualité, le langage. Être capable d'être une personne polie, correcte, avec un langage tout à fait, je dirais pas soutenu non plus, mais un langage parfait, quoi. Voilà, qui ne doit pas sortir des clous. Ça ne nous empêche pas à l'extérieur d'avoir un autre langage et qui est bien le nôtre, mais dans le cadre du travail, langage parfait. On n'a pas le droit à l'erreur sur la façon dont on se présente et la façon dont on s'exprime. Voilà. Et ça, c'est bon avec les élèves, mais avec les parents, les collègues un peu moins, parce qu'on est entre nous, quand on est entre nous c'est différent, mais aussi les autres partenaires de l'école. Tu vois, nous, quand on est souvent en contact avec les agents d'entretien, on est souvent en contact avec le service de cantine. C'est valable pour travailler avec tous ces partenaires-là. D'accord. Et puis la vigilance, être très vigilant et empathique, parce que il y a des enfants qui ont des soucis qui peuvent être très graves, et pour savoir les repérer, il faut absolument être capable de se mettre à la place de ces élèves et de repérer quand il y a un problème et un signal d'alerte. Donc ça, si tu n'es pas un minimum empathique et vigilante, tu passes à côté de choses parfois qui nécessiteraient de faire par exemple un signalement. Et là, dans ce métier-là, on doit être sur le feu en permanence. Tous les jours, on peut avoir des élèves qui nous lancent des petits signaux d'alerte comme ça. Et c'est important d'être vigilant pour tout ça. D'accord. Et puis après, il faut être très ordonné, je pense.
Ouais. Ordonner, alors pas forcément ordonner, non mais justement mon compagnon à côté qui montre que c'est le bordel sur mon bureau, alors pas forcément ordonner matériellement parlant, hein, parce que ordonner matériellement en fait chacun s'y retrouve dans son bazar, c'est toujours pareil. Par contre ordonner dans ta tête, c'est-à-dire savoir où tu vas, savoir systématiquement où tu en es, avoir fait les programmations, avoir fait tes progressions, être vraiment au clair sur ta progression pédagogique sur l'année. Voilà, il faut être très ordonné dans son travail. Ok. Voilà, ça c'est hyper important, être ordonné. Après, ça t'empêche pas d'être bordélique, hein, mais Ouais. en tout cas, ordonné dans le travail, ça c'est quelque chose d'important. Parce qu'après, t'as vite fait d'être perdu. Hein. Les premières années, c'est ce qu'on note surtout chez les jeunes professeurs des écoles. Ils ont prévu tout un truc, la classe qu'ils ont en face ne correspond pas à ce qu'ils ont prévu, et puis ils se laissent vite déborder. Ouais. Au lieu de tout noter au fur et à mesure, de bien prendre des notes, de dire bon bah je modifie tout de suite, ils attendent les vacances, sauf qu'entre les vacances et le moment où ils ont démarré, il s'est passé 7 semaines, et c'est pareil, il y en a qui accumulent les corrections, et oui, mais si tout ça c'est pas fait de façon très ordonnée, à un moment précis, pour que ce soit terminé à tel moment ou tel moment, tu te laisses déborder complètement, tu te retrouves avec 20 paquets de copies et tu t'en sors pas, quoi. Donc voilà, ordonner, ça je crois que c'est le mot d'ordre aussi. Les conditions du travail sont peut-être difficiles au niveau des relations professionnelles avec les enfants, avec les adultes autour et le salaire, tout ça. Ouais. Je peux pas parler d'un métier facile. Je parle d'un métier dont je ne me plains absolument pas. Mais je peux pas parler d'un métier facile, non. Parce qu'on a des enfants qui sont plus ou moins accompagnés à la maison, donc avec qui on doit plus ou moins travailler et combler les carences éducatives. Les relations avec les enfants, on peut avoir des enfants très compliqués. Ça, c'est des gros moments de doute quand tu es enseignant et que tu n'arrives pas à gérer un élève. Donc ouais, ça peut être compliqué. Moi, dans l'ensemble, pour le moment, ça se passe bien, mais c'est pas forcément toujours le cas pour tout le monde, et puis en fonction de la classe que tu as. Au niveau des relations avec les collègues, tout ça, non. Enfin, moi, j'ai pas noté spécifiquement de difficultés, sauf l'année où j'ai pu être directrice. Mais je me suis retrouvée directrice très jeune. Donc ça a été un souci, parce que c'était difficile à accepter pour mes collègues d'avoir une toute jeune directrice, 24 ans, donc c'était vraiment jeune. Donc ça peut être compliqué, mais c'est vraiment le seul point, un moment où j'ai eu un problème relationnel, on va dire, dans le travail avec mes collègues. Après, avec la hiérarchie, en général, non, dans le premier degré, c'est l'avantage, c'est qu'on est assez proche de notre hiérarchie. Quand tu as un problème, tu veux contacter ton inspecteur, les inspecteurs se rendent relativement très vite disponibles. Et puis, il y a quand même une forme de solidarité qui se crée dans les équipes quand il y a un souci avec la hiérarchie, qui font que, de toute façon, tu es toujours accompagné par quelqu'un. Donc, en termes de relations avec les collègues, tout ça, je dirais que non, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste de pas être un cas exceptionnel, quoi. Mais si tu fais ton travail consciencieusement et que tu demandes de l'aide en cas de problème, non, tout se passe très bien. Après, niveau salaire, comment dire, un professeur des écoles en France peut vivre correctement. Alors, je dirais à Avignon, peut vivre correctement avec son salaire. Mmh. Par contre, il faut savoir qu'on est un professeur des écoles qui démarre la première année, il est payé 1 400 € net. Ouais. Et que c'est loin d'être suffisant compte tenu de la qualification que l'on a. Parce qu'on sort avec un bac plus 5. Ça, c'est mon avis, attention, je te donne mon avis. On sort avec un bac plus 5, pour plusieurs d'entre nous avec plusieurs bacs plus 5. Et on est payé la première année 1 400 € net, parce que c'est pareil, les chiffres que tu vas trouver sur internet, ce sera du brut. Alors c'est sûr, quand tu vois 2000 bruts, les gens pensent tous qu'on gagne 2000 €. Moi, à l'heure actuelle, je suis déjà à échelon 4, et à échelon 4, je gagne 1 650 €. Ouais. Donc c'est pas énorme, et j'ai quand même 3 bacs plus 5. Donc en fait, si tu veux, voilà, je vais pas dire qu'on est mal payé, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres métiers où on est mal payé. Là, on n'est pas mal payé, on peut vivre correctement, mais par contre, c'est loin d'être suffisant compte tenu des compétences que l'on a, des compétences qu'on nous demande. Parce que si tu n'as pas un bac plus 5, tu ne peux pas être professeur des écoles. Donc, puisque le bac plus 5 est obligatoire, je trouve que c'est peu payé. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'on est sous-payé, compte tenu des heures qu'on fait, compte tenu du travail que l'on a. Moi, encore hier, je suis sortie d'un rendez-vous parent, il était 19h. Enfin voilà, on a des heures et des heures de travail qu'on ne compte pas. Et effectivement, quand on voit la paye arriver à la fin du mois, on se dit qu'on va pouvoir vivre correctement.
si on n'a pas un train de vie trop, voilà. Mais par contre, on est clairement, et ça, je l'assume complètement, sous-payé compte tenu des compétences que l'on a et compte tenu du travail qu'on met chaque semaine dans notre métier, quoi. D'accord, merci. Mais je t'en prie. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton métier? Qu'est-ce qui fait que j'aime mon métier? Beaucoup de choses. C'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais. Moi, là, c'est la 2e année pour une fois que j'ai le même niveau. Donc je me suis dit, oh là là, chouette, je vais avoir un peu de répit parce que je vais pas être obligée de tout refaire. Sauf que, si, je refais tout. Parce que c'est un métier qui me donne de nouvelles idées constamment. C'est un métier dans lequel je me vois évoluer là pendant de nombreuses années et dans lequel tu te renouvelles sans arrêt. Tu as constamment possibilité d'évoluer, d'apprendre sur toi, d'apprendre sur les élèves. Tu n'en finis jamais. C'est une source d'inspiration inépuisable, ce boulot. Donc ça, moi, j'adore parce que me lever le matin en me disant, je sais ce que je veux faire parce que ma journée est prête, mais je vais toujours avoir un truc qui va tomber dans ma journée qui va me mener à une nouvelle idée. Et ce soir, quand je vais rentrer, avec quelle idée je vais rentrer, qu'est-ce que je vais me mettre à préparer, voilà. Ça, c'est ma motivation la plus grande et c'est la raison pour laquelle j'adore me lever tous les matins pour venir bosser. C'est je me renouvelle sans arrêt. Il y a de nouvelles idées sans arrêt. La pédagogie de projet qui naît avec ton équipe d'enseignants, c'est différent à chaque fois. Les élèves te donnent des idées eux-mêmes. Il faut beaucoup les écouter, les élèves, parce qu'ils te donnent beaucoup d'idées eux-mêmes. Donc en soi, parfois il faut juste se baser sur ce qu'ils te disent et puis ça te donne, toi, libre cours à faire plein de choses. Donc ça, c'est vraiment le côté pour moi positif et qui fait que j'adore mon boulot. Voilà, c'est le côté tu ne t'épuises jamais. Donc t'as pas Il y en peur a de plein te d'autres, lasser, mais t'as pas peur de te lasser au bout de, je sais pas, non. 30 ans Non, c'est impossible de se lasser. Impossible. Et moi, ma maman, tu vois, pour te donner un exemple, parce que j'ai des exemples quand même bien précis de mon entourage, ma maman, quand elle a arrêté de travailler, elle avait 25 ans de carrière dans l'éducation nationale. Et au bout de 25 ans de carrière, elle était toujours à fond. C'est-à-dire que même pendant les vacances, elle allait visiter un château, il y a un document qui l'intéressait pour sa classe, hop, elle chipait le flyers, elle rentrait à la maison, elle faisait son montage et hop, elle avait écrit un document pour ses élèves. Je veux dire, c'est inépuisable comme boulot. C'est-à-dire que je pense que tu peux arriver à ta 40e année de carrière que tu n'en as pas encore fait le tour de ce travail. C'est vraiment, pour moi, c'est ça en fait qui motive. Après, il y a plein d'autres points positifs. J'adore travailler en équipe, j'adore être avec les collègues, échanger, découvrir de nouvelles choses avec elles. Il y a plein de côtés. Et puis après, il faut aimer les enfants aussi. Je veux dire, faut aimer être au contact d'enfants. Mais le point pour moi à souligner, c'est ça. C'est le côté source inépuisable d'idées et donc de motivation pour moi. Ok, merci. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton métier? Alors, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Alors, j'ai eu des difficultés relationnelles, comme je le disais, avec certaines de mes collègues, mais c'était vraiment dû à une situation particulière. Voilà, c'est parce que je me suis retrouvée directrice très jeune et qu'il y a eu une défiance que je peux comprendre après coup. Une directrice de 24 ans qui arrive avec des collègues qui ont 20 ans de carrière. Ça l'a pas fait au début. Voilà, je m'y suis certainement aussi mal prise pour les aborder correctement. Donc voilà, j'ai eu un petit souci relationnel qui m'avait bien miné le moral pendant 2 bons mois et les 2 premiers mois de l'année sont difficiles. Donc on va dire que j'avais eu ce souci-là qui après a été très vite réglé cependant. Autre souci particulier, j'ai dû faire un signalement il y a quelques années pour un élève que j'ai très mal vécu. Parce que c'est compliqué de faire un signalement. On y réfléchit à 10 fois avant de faire un signalement pour un élève parce que ça implique des conséquences et que si c'est toi qui fais le signalement, tu es à l'origine de ces conséquences et tu te dis que pour le gamin, pour les parents, pour la famille, les conséquences, elles sont pas forcément toujours drôles. Voilà. Et donc il y a des parents pour qui on fait des signalements mais en les informant, c'est-à-dire qu'on leur dit on va faire un signalement pour vous aider. Là, quand on fait un signalement pour aider une famille, c'est très différent. Par contre, l'année où moi j'ai fait mon signalement, c'était pas du tout pour aider une famille en soi, c'était pour aider un gamin qui était pour moi très mal
maltraité dans sa famille. Et là, le souci, c'est que le gamin ne voyait pas en quoi il était maltraité et du coup, ça a créé une colère certaine chez les parents. Et là, ça a été compliqué à gérer. Pour moi, émotionnellement, ça a été compliqué parce qu'on se prend de plein fouet les problèmes des gamins que l'on a. Et quand tu te prends de plein fouet les problèmes des gamins, parfois c'est difficile de suivre moralement parlant, c'est compliqué. Le lendemain, t'as pas envie de venir au boulot, t'as la boule au ventre, non pas pour ton boulot, mais parce que tu sais que tu as entamé une démarche qui est délicate. Ouais. Voilà. Donc hormis ce problème relationnel au tout départ et ce souci de signalement que j'avais très mal vécu, je crois que c'est vraiment les deux seuls problèmes que j'ai eu pour le moment. Après, j'ai pas une longue carrière pour le moment, donc voilà, c'est les deux seuls problèmes que j'ai pu rencontrer. D'accord. Tu me disais que tu avais été directrice. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu fais en plus quand tu es directrice et de comment j'en ai venue là? Eh bien, comment j'en suis venue là? J'ai fait des vœux géographiques, puisqu'il faut savoir que quand tu es professeur des écoles, tu fais des vœux pour avoir un poste. Tu as des vœux qui sont très précis, où tu demandes des écoles et des types de postes. Donc tu sais que tu demandes un poste d'enseignant dit normal, qu'on appelle adjoint, etc. Et puis il faut faire à un moment donné, à l'époque c'était comme ça, ce n'est plus le cas maintenant, mais il fallait faire un vœu géographique. Et dans ce vœu géographique, tu tombes dans une zone, et s'il y a un poste quel qu'il soit, ça peut être remplaçant, ça peut être un poste dit normal, ça peut être un poste de direction, ça peut être un poste de maître spécialisé, ça peut être n'importe quoi. Si jamais dans cette zone géographique il y a besoin de quelqu'un et que tu es dans les derniers en termes de points d'ancienneté, on te prend. Donc moi je me suis retrouvée sur un poste de direction sans vraiment l'avoir demandé. Je me suis retrouvée sur un poste de direction parce qu'on m'a mise là, parce qu'il y avait besoin de quelqu'un et que ça n'intéressait personne et que tous ceux qui avaient beaucoup de points ne l'ont pas demandé. Et après ils ont pris ceux qui avaient pas beaucoup de points, donc moi je faisais partie des derniers, et donc du coup on m'a prise et puis moi je me suis retrouvée là, tout simplement. Ça a été un peu la loterie. Donc voilà, je me suis retrouvée directrice un peu par hasard. Donc forcément très angoissant, je passais un été à pleurer parce que je me suis dit je suis pas faite pour être directrice, j'ai que 24 ans, enfin c'est la cata. Et puis bon, c'est tout, ça a passé. Après l'année en soi, une fois qu'on l'a fait une fois, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça, mais c'est énormément de travail, c'est épuisant parce que moi j'étais dans une école de 8 classes, donc j'avais ma classe de CM2 plus la direction. Et la direction, qu'est-ce que tu fais de plus? Tout, absolument tout. Tu es chargé administrativement de l'école, donc tu gères les relations avec la mairie, tu gères les relations avec l'inspection, tu gères les relations avec la direction académique, tu gères les relations avec les autres écoles, avec les parents, avec les élèves, avec les collègues, avec tout. Donc tu as tout administrativement à ta charge. Tu es absolument responsable juridiquement. Donc ça c'est important, juridiquement, tu es responsable de ce qui se passe dans ton école. Donc au moindre problème, au moins s'il y a des comptes à rendre, une enquête pour quoi que ce soit, le moindre petit souci jusqu'au drame qui pourrait intervenir, tu es responsable de ce qui se passe dans ton école. Donc tu es sur le qui-vive en permanence. Tu fais avancer l'école, c'est-à-dire que l'école a des comptes à rendre à différentes instances, à nos supérieurs hiérarchiques notamment, mais pas que. La mairie n'est pas notre supérieur hiérarchique, mais la mairie c'est un partenaire de l'école puisque les locaux des écoles appartiennent à la mairie. Ils n'appartiennent pas à l'éducation nationale. Donc il y a des comptes à rendre à tous ces petits gens-là. Et donc tu fais un travail quand tu es directeur qui est plutôt 2 fois plus administratif que pédagogique, si tu veux. C'est-à-dire que là, moi, pendant un an, mon côté pédagogue, il a été mis entre parenthèses quand même, ce qui est très frustrant. Surtout que j'étais en début de carrière, donc je n'avais qu'une hâte, c'était d'avoir ma classe pour mettre en place des choses dans ma classe et puis avoir le loisir de faire ce que je voulais avec ma classe pédagogiquement parlant, et puis de m'essayer à plein de techniques pédagogiques qui m'intéressaient. Sauf que j'ai pas pu le faire parce que avec la direction, il y avait des priorités et que quand tu es directeur d'école, tu es directeur d'école avant tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas eu le temps de faire le travail pour ta classe, tant pis, c'est la direction qui prime, toujours. Donc tu es responsable d'un établissement. Tu deviens PDG, clairement, et tu as tout à ta charge, tout. Donc tu mets un peu le côté enseignant en stand-by et puis tu es un vrai gestionnaire, quoi. Donc ça s'apprend. Ça fait peur, mais ça s'apprend. Mais par contre, c'est une charge de travail qui est clairement épuisante. D'accord. Et il y a des points positifs ou pas du tout? Oui, mais bien sûr qu'il y a des points positifs aussi.
ça t'apporte énormément. Moi, je connais du coup les rouages par cœur. Je connais les rouages d'une école, je sais ce que ça implique. Je connais le système éducatif par cœur parce que quand tu es directeur, tu as une montagne de textes à apprendre, de textes officiels, de textes juridiques, de tout. Donc, ça te forme énormément. C'est-à-dire quand, je sais pas, j'ai dû... En étant professeur dit normal, j'aurais peut-être eu cette expérience au bout de 10-15 ans. Là, en un an, j'ai pris 10-15 ans d'expérience, quoi. C'est énorme, tu fais un bond dans la progression dans le métier qui est énorme. Moi, ça m'a appris énormément de choses. Donc aujourd'hui, il est vrai que tu vois, quand tu as des collègues qui ont un souci sur quelque chose et qui même au bout de 15 ans sont pas capables d'avoir une réponse à une question, toi tu l'as. Parce que la direction, ça te demande de connaître énormément de choses et ça, pour le coup, c'est un point positif. Parce qu'après, tu sais, quoi. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je passe par mon directeur pour obtenir son approbation ou quoi. Mais par contre, je j'ai pas besoin de passer par lui pour savoir quoi faire. Je sais quoi faire dans quel cas. Voilà. Donc, alors pas forcément dans tous les cas, parce que tu as toujours des cas particuliers qui se présentent et que tu n'as jamais rencontrés. Mais en l'espace d'une année de direction, je n'ai fait qu'une année. Tu as le temps d'en voir passer des situations. Donc, ça t'apporte énormément. C'est une progression personnelle qui est vraiment impressionnante, quoi. Donc non, ça a quand même de gros points positifs. Le système éducatif n'a quasiment plus de secret pour toi une fois que tu as fait direction d'école. Ça, c'est clair. D'accord. Et du coup, c'est un peu comme si tu cumulais 2 postes. Est-ce que au niveau du salaire, tu as une prime, quelque chose ou pas du tout ? Ouais, il y a une prime de direction. Alors c'est pareil, du coup, quand tu as une prime de direction, forcément, tu vis mieux. On va pas se mentir. Moi, je vivais mieux avec ma prime de direction, clairement. Après, la prime de direction, elle est dérisoire par rapport au travail que l'on fait. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que oui, il y avait une prime qui était pas négligeable. Je veux dire, je me suis pas, au contraire, j'étais contente de l'avoir, c'est pas le problème. Mais par contre, si tu compares à la charge de travail que l'on a, aux responsabilités que l'on a et au nombre d'heures que l'on fait, moi, entre ma classe et la direction, une année de direction, c'était du 75 heures par semaine que je faisais. Ouais. J'étais très loin des 35 heures par semaine. Je faisais du 75 heures semaine parce qu'il y a ma classe et la direction. Voilà, pour 70 heures semaine, j'étais loin d'être payée à un niveau suffisant. Mais voilà, c'est tout, on le sait. On choisit ce métier en le sachant. Mais oui, il y a une prime, qui existe, qui a le mérite d'exister. On peut pas mentir là-dessus. Par contre, il est vrai qu'elle est très fine comparée au travail que l'on fait. D'accord. Quelles sont tes perspectives d'avenir ? Mes perspectives d'avenir. Alors, quand j'ai démarré simple enseignante, je m'attendais pas à retourner directrice, donc je me suis retrouvée directrice. Puis j'ai eu comme envie de redevenir adjointe simple avec une spécialité italien. Donc je suis à l'heure actuelle professeure des écoles spécialité italien. Donc je suis en poste fléché, c'est-à-dire que je vais faire italien dans les classes et pendant ce temps-là, mes collègues prennent ma classe à moi. Pour faire d'autres matières. Donc ça, c'était vraiment mon premier palier. Par la suite, je pourrais envisager, ça c'est une possibilité, mais pas tout de suite, parce que je suis bien en classe pour le moment, mais peut-être un jour, ça m'intéresserait de devenir conseillère pédagogique en langue. D'accord. Vraiment en langue, pas conseillère pédagogique généraliste. Parce qu'il y a un autre concours à passer que j'ai pas que ça à faire de repasser des concours, j'en ai passé suffisamment dans ma vie et là j'en ai marre. Mais par contre, conseillère pédagogique en langue, oui, ça c'est un truc qui me botte très bien parce que j'estime que l'enseignement des langues en France c'est catastrophique, qu'il y a moyen d'aider les professeurs des écoles à enseigner les langues et à prendre plaisir à enseigner les langues dès le départ, sauf qu'ils sont absolument pas accompagnés, ils sont absolument pas formés pour ça. On n'a aucune formation là-dessus et que j'aimerais bien pouvoir me dire qu'à un moment donné, si je peux développer ça à mon niveau local, j'aimerais bien savoir le faire. Voilà. D'accord. Donc conseillère pédagogique, ça peut être une piste. Après, pourquoi pas reprendre plus tard une direction. Plus tard. Mais plus tard. Pour le moment, je suis pas prête à retomber là-dedans. Mais voilà, pourquoi pas. Ça peut être aussi une perspective d'évolution de carrière. L'un ou l'autre, soit conseillère péda, soit directrice d'école, j'en reprendrai peut-être une plus tard de direction. D'accord. Si tu avais une chose à changer. Une chose à changer. Qu'est-ce que je pourrais changer ? Échanger de challenge ? Non, je rigole. Non, j'ai un élève dans ma classe, mais je rigole. Il est attachant, mais il est quand même attachant. Une chose à changer. Qu'est-ce que je pourrais changer ?
Non, franchement, non, je crois pas. Je pense pas avoir de choses à changer. Non. Non. Je changerai rien, je pense, parce que après je te dirais oui, changer la considération que notre hiérarchie a pour nous, mais ça en soi, c'est pas moi qui pourrais le changer, quoi. Voilà, faut savoir qu'on est quand même très méprisé, hein. On a des supérieurs hiérarchiques, ce sont des guignols, hein, depuis quelques années. Mais voilà, c'est à part ça, ce côté, on aimerait bien avoir une hiérarchie qui nous soutienne un peu plus et qui se rendent compte un peu de ce qui se passe, mais ils sont tellement éloignés de la réalité que c'est pas quelque chose sur lequel j'aurais la main, tu vois. Ouais. Mais voilà, hormis le côté, on aimerait bien arrêter d'être méprisé par nos supérieurs. À part ce côté-là, non, je changerai rien à mon boulot, non. Il est bien comme ça. Bon. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Des anecdotes, alors, tu sais, en l'espace de 4 ans, pourtant que 4 ans, je pourrais écrire 3 tomes. Hein. Alors, une anecdote, de quel type? Comme tu veux. Comme je veux. Nico, une anecdote qui t'a marqué, je demande à mon conjoint parce que c'est lui que ça marque le plus en vrai, qui est une anecdote qui était marrante. Ah oui, oh oui, magnifique. C'était bonne. Oui, quand j'étais directrice, j'ai un papa qui vient chercher sa fille à 16h30. Et puis moi, j'étais directrice de l'école, mais j'étais toute nouvelle dans l'école, donc je connaissais pas encore les élèves. Alors, et je lui dis, bon, bah, monsieur, donnez-moi le nom et le prénom de votre fille et puis son niveau de classe. Donc il me donne le nom et le prénom de sa fille. Et puis je dis, bon, bah écoutez, je connais pas encore bien les élèves parce que c'était mon 3e jour. Je dis donc dans l'école, donc je vais aller voir tout de suite sur les listings. Donc je lui demande de m'accompagner, il m'accompagne et on ne trouve pas sa fille dans les listings. Je dis, ah, mais elle est peut-être nouvelle alors, parce que le temps que les nouveaux soient inscrits officiellement dans nos listes, ça peut prendre du temps administrativement. Donc il me dit, non, elle est là depuis le CP, et puis il s'énerve, elle est là depuis le CP, c'est quoi cette histoire? Je dis, bah, elle est peut-être partie à l'étude, on a l'étude le soir, elle est peut-être partie à l'étude. Non, mais elle est jamais restée à l'étude. Bon, c'est tout. Donc je finis par aller voir une collègue, et je lui dis, machin truc en CE2. Et elle me dit, bah non, on n'a pas de machin truc en CE2, à moins que ce soit une nouvelle élève. Donc le papa qui s'énerve à nouveau. Et une collègue qui me souffle, mais tu devrais peut-être appeler l'école Thiers. Donc l'école Thiers, elle était à 500 mètres de notre école. Donc je dis, mais non, je dis, il serait quand même pas trompé d'école. Bah, ma collègue, elle me dit, tu sais, on peut voir de tout. Donc elle a 20 ans d'expérience, hein, donc elle sait. Hein. Et j'appelle Thiers, et effectivement, le père, il est juste venu chercher sa fille dans la mauvaise école, quoi. Donc ça fait 3 ans que le père, il savait même pas dans quelle école était scolarisée sa fille, quoi. Alors sur le moment, j'ai pas rigolé, hein, j'en ai rigolé après, mais sur le moment, j'ai dit, mais les gens sont fous. Donc il s'est retrouvé bien bête parce qu'il arrêtait pas de nous hurler dessus en disant qu'on était des incompétents, qu'on avait perdu sa fille, que ceci, que cela. Et en fait, le père, il savait juste pas dans quelle école était scolarisée sa fille depuis 3 ans, quoi. Donc voilà, ça c'est, tu vois, c'est une anecdote par exemple, ouais, c'est vrai, qui est quand même assez folle, quoi. Ouais. Voilà. Dernière question, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut faire ce métier. Ouais, un conseil, bah, de le faire par vocation. Parce qu'il y a beaucoup de bons côtés, il y a beaucoup de mauvais côtés. Mais si on a la passion de l'enseignement et qu'on a vraiment envie de faire ça, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que c'est un métier qui vaut le coup, vraiment. Après, il faut faire abstraction. Faut pas s'attendre à des remerciements, faut pas s'attendre... Alors si, de la part des parents et des élèves, tu en auras toujours. Hein. Ça, c'est vraiment notre plus belle récompense. Mais faut pas s'attendre à des remerciements, faut pas s'attendre à des félicitations de la hiérarchie, faut pas s'attendre à, par exemple, à une promotion quelconque à un moment. Hein. Pour la hiérarchie, on n'est rien du tout, hein, faut le savoir. Hein. Mais par contre, si tu es passionné par ce que tu fais et que tu as vraiment cette vocation et que tu veux vraiment faire ça, il faut vraiment s'accrocher parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Beaucoup de vraiment, mais vraiment. Ouais. Et moi, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est accrochez-vous. Accrochez-vous et donnez tout ce que vous avez pour y parvenir, parce qu'après, c'est quand même, faut pas oublier, hein, c'est aussi la sécurité de l'emploi. Hein, ça, c'est important de le rappeler. On n'est pas toujours bien logé pour beaucoup de choses, mais on a la sécurité de l'emploi. Et quand tu fais un métier que tu aimes et qu'en plus tu sais que tu es sécurisé pour les 40 années à venir, si tu décides de terminer ta carrière dedans, ben c'est quand même vachement gratifiant, quoi. C'est motivant. Voilà. Ok, bah super, merci beaucoup. Mais je t'en prie. T'hésites pas, hein, si tu veux commander aussi d'autres personnes ou quoi, je peux te trouver des contacts. Hein. Bah là, la semaine dernière, j'ai interviewé une instite qui venait d'être à la retraite. D'accord. C'était super intéressant aussi. Du coup, elle n'a pas le même point de vue que toi sur pas mal de questions, mais c'est super intéressant. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, bah, tu sais, ils ont démarré dans un autre contexte. Ouais. Oui, c'est sûr. Hein. Et oui.
là, tu n'auras pas du tout les mêmes points de vue en fonction de l'évolution de carrière, enfin à quel moment de la carrière on en est. Hein. Ça va être très, très divergent. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais, tout à fait. Et non, là, normalement, je pense que voilà, mais si j'ai une question ou quoi que ce soit, j'hésite pas. Ok, mais écoute, en tout cas, je reste à ta disposition, tu le sais. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, écoute, bon courage. Merci. Et puis on se rappelle si besoin. Ça marche, bon après-midi, merci beaucoup. Bon après-midi, de rien.